Alors maintenant, passons, on n'est plus dans le parenchyme pulmonaire, mais nous allons aller dans la plèvre. La plèvre, vous savez que ce sont ces feuillets à la fois viscérales et pariétales, qui sont les feuillets sur lesquels le poumon va pouvoir glisser par rapport à la paroi. Et alors, ce feuillet n'est pas simplement une cellophane, hein, c'est un feuillet qui est très, très actif sur le plan biologique et dans l'intérieur duquel circule en permanence une sorte de liquide, un petit peu comme vous savez, vous avez ces petites choses qu'on vous met, les, euh, les petites tours Eiffel dans lesquelles vous avez de la neige là, qui tombe. C'est ça, hein, vous avez en fait deux parois, du liquide, très peu de liquide, et ben, ça sert pas à faire tomber de la neige, mais enfin, vous voyez que c'est un liquide sur lequel se passent des choses. Il se passe des choses et qui peut s'infecter. Et donc, ce liquide circule en permanence. Et lorsque vous avez des anomalies, notamment inflammatoires, eh bien, ce liquide peut se retrouver en grande quantité. Ou lorsque le drainage de ce liquide, comme des vaisseau lymphatique est obstrué pour des raisons X ou Y, eh bien, vous pouvez avoir effectivement une pleurésie. Alors, dans les épanchements liquidiens, c'est l'apparition de liquides visibles. Or, vous avez compris qu'il y avait un liquide invisible, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, dans la plèvre. Eh bien, ce liquide visible entre le feuillet viscéral d'une part et le feuillet pariétal d'autre part. Alors c'est le témoin d'une pathologie, effectivement. Alors dans la description, la sémiologie, vous avez les signes fonctionnels qui vont être avoir un certain nombre de caractéristiques spécifiques, notamment la douleur d'une pleurésie. On dit très classiquement que le parenchyme pulmonaire n'est pas un parenchyme qui a une innervation. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, on peut avoir des grosses tumeurs du poumon sans avoir aucune douleur, ni aucune manifestation en dehors d'un essoufflement, par exemple, où on a des manifestations lorsque ces tumeurs se compliquent, notamment d'infection. Et alors que dans la plèvre, il suffit d'un tout petit épanchement, notamment inflammatoire, pour que vous ayez une douleur terrible. La plèvre est très innervée. Donc cette douleur est généralement une douleur relativement brutale et intense. Elle est majorée, ce sont des douleurs qui sont majorées à chaque fois que vous allez mobiliser ces deux feuillets pleuraux, pariétal et viscéral, vous allez avoir une majoration de cette douleur, notamment à la toux ou à l'inspiration profonde, avec une irradiation assez particulière qui est une irradiation dans l'épaule. Et les patients viennent vous voir parce qu'ils ont des douleurs de l'épaule. Parfois, ils sont allés voir un rhumatologue parce qu'ils avaient des douleurs de l'épaule. C'est en fait la traduction de la pleurésie. La toux est généralement une toux dite sèche, c'est-à-dire que vous n'avez pas de sécrétion dans les bronches et donc vous n'avez pas d'expectoration. Et c'est une toux qui est caractéristique par le fait qu'elle est au changement de position. Et on le comprend parce que quand vous allez changer de position, ben votre liquide va bouger avec votre position, avec la déclivité. Et c'est ce mouvement du liquide à l'intérieur de la plèvre qui va provoquer la douleur. Et la dyspnée va dépendre de l'abondance de l'épanchement. Si vous avez un grand épanchement pleural, eh bien, vous allez comprimer complètement le parenchyme pulmonaire et vous allez donc handicaper votre ventilation, vos échanges gazeux. Et de ce fait-là, vous allez devenir dyspnique. Mais ce n'est pas forcément le cas. En termes de signes physiques, l'inspection, vous regardez le thorax bouger au cours de la ventilation, l'inspiration et l'expiration. Vous pouvez, dans les forts épanchements pleuraux, voir une diminution de la mobilité du thorax du côté où il y a l'épanchement. La palpation vous montre une diminution des vibrations vocales, parce que là encore, vous avez la transmission de la voix qui se fait mal, et la percussion donne bien sûr une matité. Au lieu d'avoir un poumon qui est sonore, vous avez une matité. Toujours, je vous rappelle, percussion symétrique, bilatérale et symétrique par rapport au côté opposé. Alors l'auscultation, généralement, ne montre pas grand-chose. Vous avez une diminution du murmure vésiculaire parce que vous n'entendez rien. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle le frottement pleural, c'est-à-dire lorsque les deux feuillets qui sont inflammatoires au lieu d'être des feuillets parfaitement lisses deviennent un petit peu rugueux. Et bien, lorsqu'ils glissent l'un sur l'autre dans les mouvements
inspi et expiratoire, ils vont provoquer ce qu'on appelle un frottement pleural. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble un petit peu à ce que l'on entend avec du papier de soie lorsque vous le faites crisser à l'oreille, c'est un peu ça. Parfois c'est un peu plus rugueux et ça a été comparé au bruit du QR9. Voilà, bon, disons que c'est un frottement un petit peu plus rugueux. Le souffle pleurétique, vraiment, c'est une sémiologie un peu poussiéreuse et qui n'a plus beaucoup d'intérêt, mais je vous le donne. Les signes généraux, là encore, vont dépendre de la nature de votre épanchement pleural. Vous pouvez avoir de la fièvre si c'est une pleurésie infectieuse. Vous pouvez avoir une altération de l'état général lorsque c'est une pleurésie cancéreuse, etc. Donc il n'y a pas de spécificité. Je vous ai ici rappelé la sémiologie radiographique que vous devrez revoir dans votre cours et qui s'intègre parfaitement bien ici. Vous avez ici la fameuse courbe dite de damoiseau avec un D majuscule, qui est cette courbe qui prend l'aspect de ménisque que vous avez à chaque fois que vous avez une double paroi par exemple dans un vase en verre. Si vous avez une double paroi, vous voyez très bien que vous avez cette espèce de courbe qui se fait. Voilà. Et puis il déplace le médiastin plus ou moins. Vous avez par rapport tout à l'heure à l'opacité rétractile que vous aviez sur le poumon, bien ici vous voyez que votre opacité qui est du côté gauche déplace totalement le médiastin du côté droit parce que le liquide pleural va venir vous déplacer tout ça. Alors ceci, ça se voit très bien sur les scanners que vous voyez ici. Vous voyez ici un épanchement pleural qui est à l'arrière du côté droit, juste en regard de la carène ici. Il y a un épanchement liquidien. Vous voyez que sur le côté, vous voyez bien qu'il y a quelques petits épanchements que l'on voit sur la plèvre. Alors, un point important, c'est l'exploration des pleurésies. Alors, l'exploration des pleurésies va comporter un certain nombre de renseignements tout à fait essentiels dans l'enquête dite étiologique, l'enquête de la cause. Et la thorasynthèse, qu'on appelle, c'est la ponction pleurale, ça s'appelle la thorasynthèse, va vous apporter énormément de renseignements. Et il faut être très précis sur ces renseignements. Alors comment se fait une thorasynthèse? Comment est-ce qu'on ponctionne la plèvre? Eh bien, il y a un certain nombre de points techniques qui sont très importants. Premièrement, vous allez passer entre deux côtes. Et pour passer entre ces côtes, on va ici les représenter. Et un point qui est intéressant à rappeler, c'est que les côtes, comme dans les côtes que vous mangez, les côtes d'agneau, vous avez ici un aspect en bas qui est un aspect où vous avez une encoche qui est ici sur la côte. Je fais une deuxième côte ici. Et cette deuxième côte qui est ici a toujours cette encoche. Et donc, pour ponctionner entre les deux, il faut que vous puissiez écarter un peu les deux côtes. Et pour ça, vous devez mettre le patient assis au bord du lit et penché en avant. Alors, la bonne technique, c'est de lui mettre un bon oreiller, un édredon, et vous le faites pencher de cette façon. Alors, la façon dont vous allez placer l'aiguille, bien sûr, il y a tout l'aspect de désinfection, et puis il n'y a pas vraiment de nécessité de faire une anesthésie parce que vous allez le fait de piquer, vous piquez avec des petites aiguilles et vous allez faire aussi mal en essayant de désinfecter et d'anesthésier plutôt qu'en ponctionnant directement. Et donc, vous avez une prémédication que vous devez faire à l'atropine parce que le fait de ponctionner la plèvre provoque parfois un malaise vagal et qui est très désagréable pour le patient, assez désagréable pour celui qui le fait parce qu'il se retrouve avec un patient qui tombe dans les pommes devant lui et ça contrarie un petit peu le geste. Donc vous devez faire un petit peu d'atropine, sauf si votre sujet a des contre-indications à l'atropine pour éviter le malaise vagal, comme le glaucome ou comme des hypertrophies prostatiques. Une petite anesthésie locale est possible, vous mettez des sprays. Et puis alors vous allez ponctionner, bien sûr, en pleine matité, ce qu'on appelle en pleine matité, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez repéré. C'est là où finalement la clinique est très importante parce que vous allez être bien meilleur qu'une radiographie standard.
hein, vous allez taper effectivement de part et d'autre, vous repérez la matité la plus importante pour bien ponctionner à l'endroit où vous avez la matité, et vous vous mettez au bord supérieur de la côte inférieure, par exemple, c'est-à-dire que vous allez glisser là. Alors pourquoi vous faites ça? Eh bien parce que c'est dans cette petite encoche que circule l'artère intercostale. Et parfois les artères, elles ne suivent pas parfaitement l'encoche, et parfois elles peuvent déborder la partie supérieure. Donc elles font comme ça. Donc si vous mettez l'aiguille là, vous pouvez embrocher l'artère intercostale. Alors ça, c'est vraiment pas une chose à faire, parce que vous vous retrouvez avec une hémorragie qui n'a pas de possibilité de s'arrêter, parce que d'abord c'est une petite artère, et deuxièmement parce que vous n'avez plus la possibilité de compression dans la plaie, puisqu'elle est déjà en train de... déjà les deux feuillets pleurones sont séparés l'un de l'autre. Donc on glisse sur le bord supérieur de la côte inférieure. Donc vous devez repérer avec des doigts, que vous avez bien sûr des gants, la côte inférieure, et vous glissez sur le bord supérieur. Là, vous n'avez aucun risque d'embrocher.